Bienvenue. Aujourd'hui, on va poursuivre les aventures qui avaient précédemment commencé dans les ronces, ce qui n'était pas un prémisse à une chaîne secondaire traitant du paysagisme. Non, comme cette Suzuki a trouvé un abri et a montré qu'elle voulait bien coopérer, on va pouvoir mettre les bouchées doubles pour préparer les premiers essais routiers. Et il s'agit pas seulement d'avoir un moteur qui tourne vaguement, mais d'avoir également quelques certitudes sur l'état des trains roulants, histoire de pas se gaufrer dès le début. On avait déjà remplacé le maître-cylindre de frein avant, mais sans avoir purgé. Le tournevis à frapper prouve encore une fois son utilité. Je retire déjà tout l'ancien liquide pour nettoyer les éventuels dépôts. Je réutilise ici le fond de bouteille que j'utilise pour purger, histoire de voir si déjà on arrive à faire passer du liquide jusqu'aux étriers. Et là, c'est pas le cas. J'ai dû nettoyer et déboucher la plupart des flexibles pour pouvoir enfin commencer la purge des étriers. Dommage, j'ai pas filmé le moment où le dernier bouchon de purée de liquide de frein me saute à la gueule. Bon, je vous laisse votre imagination faire le travail. Cette fois, on repart sur du liquide neuf et je peux finir ma purge tranquillement. J'avais remarqué à l'occasion des premières tentatives de démarrage que le câble du starter était totalement figé, impossible de le faire coulisser dans sa gaine. Après avoir trempé dans du dégrippant quelques jours, c'est bon. Il est donc temps de le réinstaller. Ça devrait me faciliter la tâche lors des futurs démarrages. Encore un petit réglage et j'aurai un starter entièrement opérationnel. Je remonte également le câble d'embrayage après l'avoir réglé au niveau de la boîte, vu qu'il était sorti de son logement côté poignet. Bon, comme le moteur démarre et que j'ai du freinage à l'avant, on peut déjà faire un tour dans la cour. Si Clara ne s'y met pas, a priori personne ne devrait me rentrer dedans. C'est parti donc pour le premier roulage en équilibre. Je vais aussi pouvoir la faire tourner un peu plus longtemps à défaut de pouvoir passer la seconde, vu la place disponible. Bon, faut admettre que sans les carénages, elle est plutôt moche, avec son petit côté Mad Max, vu la rouille et la saleté bien incrustée.
Allez, on va essayer d'ouvrir un peu plus les gaz pour voir comment la carburation encaisse ça. Bon, il semble qu'au-delà d'une certaine ouverture, elle s'étouffe. Il est évident qu'il faudra assez rapidement déposer la rampe de carburateur pour examiner le contenu des cuves. Avant ça, j'aimerais voir si, au-delà du moteur, la boîte se comporte correctement et pouvoir jauger du potentiel de la moto lors d'un tour sur route ouverte. Pour ça, je commence par remplacer les durées de carburant qui ont fait leur temps. Puis je teste ici l'indicateur de niveau de réservoir en chantant la prise. Ça m'a l'air bon. Plus important, le freinage arrière. Comme à l'avant, je vais remplacer le mètre-cylindre. Heureusement ici, pas de canalisation bouchée. Après la purge, le système de freinage est donc opérationnel des deux côtés. Pour avoir l'air d'un mec vaguement en règle et à cheval sur la sécurité, je remonte les clignotants qui seront remplacés par les neufs à la fin de la remise en état esthétique. Les Rilsan font évidemment des miracles pour ceux à l'arrière qui sont au bout du rouleau. Voilà le dilemme pour la suite. Pour aller faire un tour, il va falloir impérativement remplacer le pneu avant. Mais quitte à déposer le vieux, autant en profiter pour repeindre la jante. Tant qu'à repeindre la jante avant, ce serait idiot de pas repeindre l'arrière en même temps. Alors avant de démonter tout ça, je vais donner un coup de jet histoire de dégrossir l'état saleté de la bécane. Bon, comme d'habitude, les gens se garent comme des crétins par ici. Mais ça passe. On entend mieux le comportement dont je parlais il y a quelques minutes, je crois. Ça n'en fait pas une moto neuve, mais ça devrait être plus agréable de bosser dessus après ça. Et c'est parti pour le démontage.
Lever la moto sur sa béquille centrale n'est pas super évident sur un sol glissant. D'où le tapis que j'ai placé ici. À moins que je sois une grosse mauviette, je sais pas. Le garde-boue va être peint, donc je vais pas le réinstaller avant un moment. Ces quelques images devraient vous convaincre du caractère indispensable d'un remplacement de pneus avant. Il est de 2002. Qui a confiance en un pneu de 20 ans sur sa moto ? Une fois ce machin mis à la benne, on peut découvrir l'horrible couleur d'origine de la roue. Ignoble. Je vois pas qui voudrait d'un truc pareil. Allez, des jantes, j'en ai déjà fait un bon paquet, et je suis bien content d'en avoir que 2 à faire sur ce véhicule-là. Y a rien de bien compliqué, faut juste être patient et rigoureux parce que le résultat final dépend essentiellement du travail de préparation. Et comme on est en hiver, il vaut mieux chauffer la bombe, ici dans une bouteille remplie d'eau chaude. Et il est temps de passer l'après. Une fois la jante sèche, je la remets en place pour avoir un peu de stabilité au moment où je bascule la moto en avant. Je vais déposer l'échappement pour pouvoir retirer la roue arrière facilement. Il me semble que sur ce moteur il est pas rare de casser de la visserie du collecteur au démontage. Je prends donc mes précautions et y vais mollo. Vous avez vu ? Même en bricolant sur une moto, j'arrive à assouvir ma passion de la reptation. À ce moment du projet, je dois dire que la situation administrative de la moto n'était pas tout à fait éclaircie. J'ai donc choisi de faire attention aux dépenses. Ce pneu n'est pas encore fendu et 2009 si je me trompe pas. Pour le moment, il devrait faire le boulot. Revoilà la roue après une petite séance de ponçage. Visiblement, la jante a déjà été jaune pétant.
pouvoir masquer correctement le pneu, par contre, il faut au moins le décoller. Depuis la mise en après de la première roue, j'ai un peu amélioré mon installation de peinture, quitte à avoir des roues avec les roulements, et surtout qu'ils sont en bon état, autant les faire tourner pour faciliter la pulvérisation. Les deux jantes sont maintenant prêtes à recevoir leur teinte. Suspense. Et voilà, un truc totalement différent de la couleur d'origine, hein. Après les avoir passés en mode séchage accéléré, je passe le vernis bicomposant et je la mets de côté pour passer à quelques petites choses dont je vais m'occuper avant de remonter tout ce que j'ai viré depuis le début de l'épisode. Le cadre présente quelques traces de rouille superficielle, je vais donc décaper ça et repeindre. Je pourrais finir la pompe de vernis 2K pour protéger le tout. Bon, évidemment l'idéal aurait été de désosser totalement la moto et donc de virer le moteur du cadre. Mais c'était pas ce que j'avais envie de faire pour ce projet vu que la partie mécanique a l'air de tenir ses promesses. J'ai beaucoup d'autres projets en cours comme vous le savez très bien me le rappeler, et je préfère ne pas m'attarder sur des détails qui ne feront pas la différence, à mes yeux en tout cas, sur une moto d'aussi faible valeur. Je découvre à cette occasion que la moto appartient au club de celles paraissant en annonce accompagnée d'une mention jamais tombée. Sauf que la supercherie est assez flagrante, le mastic n'a pas été poncé jusqu'au bout. Mais c'était bien essayé, hein. Bon, du coup j'ai passé quelques minutes avec un papier grain 240 puis 400. Ça devrait plutôt être discret après ça. Malgré la méthode avec masquage plutôt que démontage, le rendu est plutôt bon je trouve. Je sais bien que ce traitement sera bien meilleur que celui présent d'origine vu la facilité avec laquelle j'ai pu mettre l'acier à nu. On arrive au stade où j'ai réussi à accomplir une belle performance. J'ai supprimé 31 séquences vidéo. Donc la vidéo aurait dû être plus longue de 5 bonnes minutes. Et j'ai aucune GoPro à accuser, ni même la flemme. Non, j'ai bien utilisé la combinaison Shift, Delete. Et après ça, j'ai bien déplacé des fichiers dans le même répertoire pour être sûr de rien pouvoir récupérer. Ouais, je fais les choses vraiment bien. Là j'ai vraiment fait le gros con. Donc on va passer outre le remontage des roues et d'autres trucs que j'ai fait sur la moto, mais qui ne seront donc pas illustrés. Et on va passer à la suite. Donc, où est-ce que j'en étais? Ah oui. On va pas remonter la ligne d'échappement dans cet état.
Encore un coup de peinture haute température sur ces pièces qui pourront facilement la cuire au prochain fonctionnement prolongé du moteur. Merci à Christophe pour le prêt de ce bel outil. Avant d'aller faire un premier tour d'essai au-delà du portail, j'ai repeint le carter qui peut retourner dans la catégorie jamais chuté. Mais j'ai aussi protégé la gaine plastique qui doit plus trop aimer les UV avec de lin tissé. La jante avant a retrouvé un pneu, neuf cette fois. La chaîne a reçu un bon nettoyage et un graissage frais, de quoi salir les roues arrière qui n'a pourtant pas encore parcouru plus de quelques mètres depuis la peinture neuve. Et pour finir, j'ai percé puis taraudé la seule vis que j'ai cassée pendant le démontage, l'une des deux qui sert à fixer l'arrière du réservoir. Et voilà, après remontage de la selle, je suis prêt pour un premier vrai tour. Un premier tour qui aurait été plutôt express. Pas moyen d'ouvrir vraiment les gaz puisque le moteur s'étouffe très rapidement. À certains moments, il était même à la limite de caler. Évidemment, notre suspect numéro 1 reste la carburation. À part ce souci, j'ai rien remarqué de vraiment problématique. Peut-être l'éclairage des instruments à revoir. J'ai pu passer quelques rapports pour tester la boîte et rien à signaler. Le freinage est un peu faible en revanche. Suite à ça, j'ai déposé une première fois la rampe de carbu et voilà un extrait des séquences vidéo qui n'existent aujourd'hui plus que dans mes souvenirs. Au paradis de la data. Évidemment, au bout de 8 ans, l'essence s'est entièrement évaporée et voilà ce qu'elle a laissé. Et oui, n'en déplaise aux accros des théories du complot, mais je pense qu'Olivier et son frère savent mieux que vous combien de temps cette moto est restée dehors inutilisée. Voilà le premier tour fait après un nettoyage sommaire des cuves. Voyons voir si on arrive à accélérer un peu maintenant. N'a pas été bien long, mais j'ai bien apprécié le côté hivernal de la saison, ayant eu l'impression d'avoir perdu des doigts. Et il me faudrait le même genre d'équipement que j'ai trouvé pour Clara, histoire de la convaincre de monter sur cet engin de la mort avec moi. Une veste et des gants chauffants. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Robocop. Surtout. Genre comme ça. Comme ça. Mais ça, je le mettrai dans la vidéo par contre.
Ouais. Heureusement que j'ai des super grands chauffants parce qu'il fait tellement froid dans le garage. Il va donc falloir bosser vite pour prouver à Clara que cette moto est capable de fonctionner dehors également. Sans transition, suite à l'essai un peu plus poussé, j'ai remarqué qu'il subsiste un souci de ralenti puisqu'il tourne souvent autour de 800 tours avant de remonter progressivement à 1500 environ. Je vais donc parfaire le nettoyage des carburateurs et remplacer quelques pièces dont notamment les aiguilles, ressorts rondelles et joints des vis de richesse. Pour éviter de verser de l'essence partout, je vais cette fois utiliser les vis de vidange pour récupérer ça proprement et éviter un gros mal de crâne. Avant tout, j'ai vérifié l'état des membranes de boisseau. Encore souple, aucune déchirure ni fissure, ils ont peut-être été déjà remplacés. On voit bien que le premier nettoyage n'était pas parfait. Voilà le kit que j'ai reçu. Dommage, les joints de cuve ne sont pas les bons et les pointeaux de flotteur non plus. Par contre, il y a des vis de cuve neuves et vu l'état des anciennes, c'est plutôt une bonne chose. Ce joint-là, par contre, peut être remplacé et le tamis nettoyé de fond en comble. L'un des quatre était encore bien chargé en résidus d'essence d'ailleurs. Je passe à la fameuse vis de richesse. Il faut évidemment bien récupérer toutes les pièces. L'idéal est peut-être de les démonter tête en bas. Voilà le réassemblage avec les éléments neufs. Le ressort, la rondelle en alu et le joint torique pour finir. Au premier démontage, j'avais compté 2 tours et demi pour arriver au serrage de la vis. Je reproduis donc le schéma partout. On pourra contrôler la richesse et surtout la synchro un peu plus tard. Mais on va pas remonter tout ça immédiatement. Tant que tout est démonté autour, je vais en profiter pour contrôler le jeu aux soupapes et le régler si nécessaire. Pour accéder aux vis de réglage, il faut évidemment déposer le couvre-culasse et donc les bobines avec leur faisceau. Pour mettre le moteur en condition de contrôle, il va falloir le mettre au point mort. Contrôler et régler les soupapes fermées,
Puis tournez de nouveau le vilebrequin d'un tour complet pour atteindre le cycle suivant, et donc régler les autres soupapes. Sur cette version, le jeu doit être compris entre 0,10 et 0,15 mm. J'ai choisi une combinaison de cales me situant à 0,12 mm. Ensuite c'est simple, si la cale ne se glisse pas correctement ou au contraire qu'elle flotte trop, il faut régler le jeu. Un écrou de 10 mm à desserrer, puis on peut régler la vis dont la tête est carrée. J'ai pas l'outil adapté, mais avec les doigts j'arrive à les ajuster sans souci. Au global, le jeu à l'échappement était bon, ou un peu lâche, mais quasiment toute celle de l'admission manquait légèrement de jeu. Après avoir contrôlé et souvent réglé les actionneurs des 16 soupapes, j'ai fait faire un tour supplémentaire au vilebrequin et j'ai de nouveau tout contrôlé à la cale. Après un tour de plus, pour terminer ce dernier contrôle, j'ai bien vérifié le serrage de tous les écrous. Ce serait dommage d'y revenir pour un bruit très alarmant au bout de quelques centaines de kilomètres. Avant de remonter le couvre-culasse, j'ai ouvert le circuit du reniflard, mais tout ça est très propre. Plus qu'à remonter la rampe de carburateur maintenant et vérifier qu'on a bien travaillé. Avec un entonnoir, j'ai rempli les cuves d'un peu d'essence, de quoi réaliser un petit test maintenant. Déjà ça ne tourne pas plus mal qu'avant, c'est une bonne nouvelle en soi. Mais je baisse un peu le ralenti à l'aide de la vis située près du cadre côté gauche. Voyons voir à chaud si elle s'exprime clairement maintenant. Une journée de beau temps qui sera le cadre idéal à un galop d'essai en bonne et due forme. Une trentaine de kilomètres parcourus sans aucun souci. Le moteur tourne à la perfection, il allonge sans faiblir sur toute sa plage de régime avec une souplesse appréciable et la transmission est à mon sens dans un état optimal. Reste le freinage un peu faiblard à mon goût. Je retenterai une purge pour commencer, mais d'autres pistes sont à étudier. Évidemment, je n'ai pas cherché à rouler particulièrement vite avec un pneu arrière aussi ancien, mais ce rythme pépère me convient très bien et il semble que la machine s'y prête volontiers. On n'arrête pas de me répéter que cette moto est une sombre daube, mais moi, je l'aime bien. Sans doute l'inexpérience qui parle. Quelle chanceux je suis. Après les 142 commentaires sur la nécessité de déposer la rampe de carbu, les 267 autres qui crient au fake sur le fait que cette moto ait pu passer plus de 2 jours dehors et les 42 qui utilisent les terminologies d'électroménager pour la qualifier, j'ai hâte de savoir ce que vous allez trouver pour ce nouvel opus. Mais je n'oublie bien entendu pas ceux qui ont simplement indiqué avoir apprécié l'épisode et qui continuent à m'encourager. Je vous remercie tous autant que vous êtes. Il est temps de se dire au revoir pour se retrouver avec celle-ci ou une autre. Ciao!